bonjour. Donc, je suis Michel Chandaigne. J'ai édité, avec Anne Lima, dans la maison d'édition, a édité ce livre de Bruno Dallouin, Les Compagnons français de Magellan. C'est un livre qui a été fait à la suite de plusieurs autres sur Magellan. Le Grand, qu'on avait publié en 2007, compilant pour la première fois au monde, rassemblant et confrontant toutes les sources directes sur le voyage de Magellan, dont le récit de Pigafetta, qui est le plus célèbre de ces témoignages, mais il y en avait 23 autres. Et ensuite, on a publié le voyage de Magellan, c'est-à-dire juste la relation de Pigafetta, mais avec beaucoup de cartes et tout l'appareil de notes qui listait et développait toutes les nouveautés qui avaient été découvertes à l'occasion de ce premier travail. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Bruno Dallouin, qui est romancier, qui fait des romans historiques, et notamment il avait fait un livre qui s'appelle Juste le tour du monde, et où il s'intéresse à deux Français qui ont participé au voyage de Magellan. Et comme j'ai vu que dans ce livre, il avait fait beaucoup de travail de recherche et très précise, et qu'il était extrêmement précis, soucieux de vérité historique, j'ai eu l'idée de lui proposer, ou il m'a proposé, je ne sais plus d'où c'est venu, un voyage sur les 19 Français qui se sont embarqués à Séville en 1519. Et ces 19 Français, c'est vrai qu'a priori, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et j'ai un ami qui m'a dit tu as l'art de faire des livres avec pas grand-chose. Un peu vrai, parce que bon, les 19 Français, vous n'en avez jamais entendu parler avant ce livre. Et qu'est-ce qui reste d'eux? Des documents d'archives, pas mal, des listes d'équipage, parfois des procès après les voyages pour des soldes impayés. Bon. Et on trouve dans les témoignages mention de ces Français de temps en temps. Mais tout de même, a priori difficile d'en tirer un livre. Mais quand même, dans ces listes d'équipage, il y avait en général leur métier, ce qu'ils faisaient à bord, il y avait leur ville d'origine, parfois une petite généalogie, le nom du père, de la mère. Ces listes étaient quand même assez nombreuses pour qu'on puisse les recouper. Et l'idée était venue d'aller un peu plus loin, de chercher dans les archives, et ce qu'a fait Bruno, il a trouvé des choses qui étaient inédites, et de raconter le voyage de Magellan, à nouveau, mais en l'entrecoupant des Français par date de mort, c'est-à-dire qu'on a divisé le voyage de Magellan en 4 parties, et à chaque fois, à la fin de partie, il y a des fiches, tout ce qu'on sait sur ces Français au fur et à mesure qu'ils meurent sur le navire. Alors, je divulgage pas à la fin, mais il y a quand même 2 Français qui ont fait le tour du monde, et il y en a un qui est revenu vivant, et qui est natif d'Évreux, d'ailleurs, et qui est charpentier. Voilà, donc voici l'état des lieux, et j'en profite tout de suite pour... Enfin, je dirai tout à l'heure. Donc je donne la parole à Bruno pour qu'il nous introduise à ces 19 Français qui se sont trouvés parmi d'autres nationalités. Il y avait une dizaine de nationalités à bord des bateaux de Magellan. Il y avait 166 de nations espagnoles, mais il y avait 31 Portugais, 26 Italiens, les Français, donc des Grecs, 9 Grecs, un Anglais, 2 Irlandais. C'est un peu toute l'Europe qui était sur ces navires. Donc, il y avait 19 Français, et à toi, Bruno. Voilà, bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Donc, en fait, il y a 237 hommes qui sont partis sur les bateaux de Magellan, sur 5 nefs différentes. Et donc, parmi ces 237, comme l'a dit Michel, il y avait 19 Français, mais il y avait en fait une moitié d'Espagnols environ, et les autres étaient composés d'autres nationalités. Donc, on va voir tout de suite d'où viennent ces Français, que je trouve la bonne touche. Voilà. Alors j'espère que c'est écrit assez gros, je ne sais pas si vous voyez les villes ou pas. Oui, ça va? Donc voilà, ce qu'on peut remarquer, c'est que la plupart viennent de régions pas trop éloignées de la côte. Alors j'ai mis en bleu, en fait, ceux qui étaient en lien direct avec la mer, c'est-à-dire où les navires de haute mer pouvaient rejoindre leur lieu d'origine. Donc on voit qu'il y a par exemple Rouen et Bordeaux.
J'ai pas mis Angers parce qu'en fait il y avait le port de Nantes en aval qui récupérait le trafic maritime. Il y avait un pont à Nantes d'ailleurs, donc qui empêchait les bateaux de haute mer de passer. Donc voilà, donc on voit qu'il y en a pas mal qui viennent de la côte, mais pas que. Il y en a qui viennent de plus loin à l'intérieur des terres. Et en particulier, on voit qu'il y a deux vrais continentaux, hein, donc qui viennent de Metz et de Troyes, et donc qui ont dû faire un vrai voyage à l'époque pour rejoindre la mer. Donc un peu plus loin, je parlerai des différentes hypothèses pour savoir un petit peu qu'est-ce qui fait et comment, par quels moyens ils sont arrivés finalement jusqu'à Séville depuis leur lieu d'origine. Donc on voit c'est la Bretagne la région la plus représentée. Donc, alors là c'est la France actuelle évidemment. Donc la Bretagne la plus représentée avec 5 représentants. Il y a aussi 3 Normands, 3 Gascons au sens large, 2 Languedociens et puis voilà, d'autres qui sont un petit peu éparpillés à droite et à gauche. Donc on voit qu'il y a un Tourangeau, hein, donc c'est un peu le régional de l'étape. Donc alors je ne vous parlerai pas des 19 Français hein, en détail, mais je vais insister sur 4 ou 5 d'entre eux. Et donc du coup je parlerai un peu de ce Tourangeau qui est originaire de pas très loin d'ici. Donc. Alors, il faut savoir que le territoire français n'était pas le même qu'aujourd'hui. Hein, donc en 1519, c'est la date de départ des nefs de Magellan. Donc le territoire français était moins homogène, moins uni qu'aujourd'hui, moins grand aussi. On voit qu'il y a toute une partie dans l'Est qui n'appartenait pas au Royaume de France. Hein, et on s'aperçoit par exemple que, alors j'ai mis en rouge les régions d'où sont originaires les Français qui sont partis avec Magellan. On s'aperçoit par exemple qu'il y a un Lorrain. En fait, la Lorraine à l'époque faisait partie du Saint-Empire romain germanique, hein, donc c'était plutôt du côté de l'Allemagne. Par exemple, la Bretagne était, disons, en cours de rapprochement avec la France, mais n'était pas encore unie à la France. Voilà, donc on peut penser qu'une partie de ces Français à l'époque ne se sentaient pas français en fait, hein, ils se sentaient plutôt lorrains ou bretons que français. Alors la France à l'époque, le contexte historique très rapidement, donc en fait on vit une période un petit peu plus calme qu'au siècle précédent, en particulier donc la fin de la guerre de 100 ans en 1453. Hein, donc suite à la guerre de 100 ans, ça s'est quand même bien calmé au niveau des guerres qu'il y a pu y avoir en France. Il y a eu des guerres ensuite à ses marges, on va dire, donc au niveau de la Bourgogne, dans les années 1470-80, et puis les guerres de Bretagne, hein, à partir de 1487 jusqu'à 1491, où la Bretagne a fini par perdre contre les armées françaises et donc a été contrainte de se rapprocher de la France. Alors voilà, donc je me suis posé la question de savoir comment se fait-il que toutes ces personnes, tous ces Français se sont trouvés à Séville en 1519 à embarquer avec Magellan. Alors on n'a pas d'informations précises sur chacun d'entre eux. Hein. Par contre, on peut tirer quand même, on peut étudier un petit peu quels étaient les mouvements de population à l'époque et par quels moyens et comment ils ont pu arriver jusqu'à Séville. Alors les moyens de transport à l'époque, c'était essentiellement par l'eau. C'est-à-dire qu'à la fois sur la Terre, par exemple pour les continentaux dont j'ai parlé tout à l'heure, le moyen de transport le moins cher, et peut-être le plus sûr, c'était par les fleuves, en fait. S'il y avait moyen, il n'y avait pas des fleuves partout. Mais donc s'il y avait moyen, c'était de passer par les fleuves, et ensuite de rejoindre un port sur la côte pour ensuite rejoindre l'Espagne. Alors pourquoi par la mer plutôt que par la terre ? En fait, ça va beaucoup plus vite par la mer. C'est pas forcément plus dangereux, même s'il y avait évidemment tous les dangers qu'on connaît au niveau de la mer. Donc le plus probable, donc beaucoup plus rapide, oui, parce que des gens naviguaient jour et nuit. Enfin, on peut, mettons un bateau qui va à 4 nœuds, il fait à peu près 100 000, donc 180 km par jour, alors que des chariots de marchandises faisaient peut-être 30 km, vous voyez. Donc voilà, donc on peut penser que donc la plupart de ces Français ont rejoint un des grands ports de départ, donc que j'ai mis ici sur la carte. Et ensuite, on rejoint l'Espagne. Alors en particulier, la grande route classique, c'est la grande route de cabotage entre la Flandre et l'Andalousie, qui se prolonge vers le nord, vers la Baltique, et au sud, vers la Méditerranée. Et beaucoup de ces bateaux passaient par Bilbao. Donc voilà, depuis la France ou depuis la Bretagne, on exportait des céréales, des toiles, par exemple, vers Bilbao. Et ensuite, depuis Bilbao, il y avait beaucoup d'échanges avec l'Andalousie, aussi par la mer. Voilà, donc disons que c'est des parcours probables de nos 19 Français pour rejoindre l'Andalousie. Alors il fallait tenir compte aussi des périodes de guerre et de paix, hein, puisque en fait, le commerce était entravé pendant les périodes de guerre, même s'il n'était pas totalement arrêté, mais ça devait être sans doute plus compliqué
de passer de la France à l'Espagne quand les deux pays étaient en guerre. Alors une fois arrivé donc à l'embouchure du Guadalquivir, donc en fait il y a une étape un peu intermédiaire en fait, c'est qu'il y a disons que l'avant-port de Séville. Séville se situe un peu à l'intérieur des terres, c'est-à-dire il faut remonter le Guadalquivir pendant 2-3 jours, à l'époque en tout cas, avec des bateaux à voile pour rejoindre Séville. Et donc à l'embouchure du Guadalquivir, il y a un port qui s'appelle Sanlúcar de Barrameda, d'où sont partis d'ailleurs les nefs de Magellan. Elles sont parties d'abord de Séville, mais elles sont arrêtées pendant plus d'un mois à Sanlúcar. Donc c'était un port important. Et à signaler, donc un point intéressant, c'est qu'il y avait un quartier breton à Sanlúcar de Barrameda à l'époque. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une rue qui s'appelle la rue des Bretons, la Calle Bretones, encore aujourd'hui à Sanlúcar de Barrameda. Et donc on peut penser que donc les 5 Bretons, parmi les 5 Bretons, il y en a qui ont fréquenté ce quartier. Et ensuite, ils ont rejoint Séville. Alors là, on voit une vue intéressante là, des chantiers navals à Séville. Donc on voit la rive à gauche ici, donc la rive droite en fait du Guadalquivir, la rive ouest, où il y avait les chantiers navals où ont été préparés les bateaux de Magellan. Alors ce ne sont pas ceux-là, ça c'est un peu postérieur, hein. Mais c'est à cet endroit-là en fait qu'ont été préparés les bateaux de Magellan. On voit que Séville était un port très important pour l'Espagne puisque c'était avait le monopole du commerce avec les Indes. Hein, donc c'était un port très important. On peut s'étonner d'ailleurs que ce port n'ait pas plus d'infrastructures, puisqu'on voit par exemple ici, il y avait pratiquement pas de quai, et on voit ici par exemple le pont de Séville en fait était un pont de barques. Il y avait 13 barques je crois, qui flottaient, on mettait des planches qui allaient d'une barque à l'autre pour traverser le Guadalquivir. Alors un petit passage rapide sur le contexte au niveau des navigations de l'époque, alors donc ce qu'on appelle les grandes découvertes, en tout cas les grandes découvertes des Européens, des chrétiens. Il y a eu, alors je vais peut-être parler un petit peu puisque le Portugal est à l'honneur cette année, je vais parler du Portugal. En fait, c'est ce petit pays au sud-ouest de l'Europe qui a vraiment initié les grandes découvertes maritimes. Donc ce sont eux qui ont, alors j'ai mis vraiment les jalons les plus importants. Donc ils ont franchi le Cap Bojador. Alors le Cap Bojador, c'est un cap qui est en Mauritanie. Et donc un petit peu au sud des îles Canaries, et en fait à l'époque c'était une limite psychologique difficile à franchir, puisqu'en fait on ne savait pas ce qu'il y avait au-delà. C'était le monde connu à l'époque, et depuis l'Antiquité, c'est situé au niveau de ce cap, et donc les Portugais ils sont revenus à plusieurs fois avant de franchir ce cap, donc ça a été vraiment une étape décisive. Donc j'ai signalé ici la mort d'Henri le Navigateur, c'était le prince portugais qui lançait les caravelles de plus en plus vers le sud, et donc ces caravelles allaient de plus en plus loin au sud vers l'Afrique. Ces caravelles étaient confrontées lors de leur retour à des vents contraires, puisque le long des côtes de l'ouest africain, ce sont des vents de nord-est les vents dominants. Donc ces caravelles étaient confrontées à ces vents contraires, et à l'époque les bateaux remontaient beaucoup moins bien au vent qu'aujourd'hui. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait les Portugais, les premiers, se sont dit bon, on va partir vers le large, plutôt que de s'échiner à louvoyer le long des côtes. Ils sont partis vers le large jusqu'à rejoindre les Açores, du côté des Açores, et ensuite pour retrouver des vents davantage favorables pour rejoindre Lisbonne. En gros, ils faisaient un peu le tour de l'anticyclone des Açores. Évidemment, ils ne l'appelaient pas comme ça à l'époque, mais ils faisaient le tour de l'anticyclone des Açores, et en fait, donc ça faisait un détour, mais finalement, c'était plus facile et plus rapide de rejoindre l'anticyclone, donc de rejoindre Lisbonne. Donc en fait, ça c'est vraiment important, parce qu'en fait, ce sont eux qui ont commencé à comprendre les vents dominants de l'Atlantique. Hein, et ensuite, ils ont fait la même chose dans l'Atlantique Sud. Donc les Portugais finissent par atteindre le cap de Bonne-Espérance en 1488. Donc là, c'est la route des Indes qui est ouverte. On n'y est pas encore, hein, mais la route des Indes est ouverte. Et l'Espagne va rentrer dans le jeu, j'allais dire du jour au lendemain presque. En fait, c'est grâce à Christophe Colomb, hein, qui a proposé, donc un Génois qui a proposé ses services à l'Espagne. Et donc l'histoire est connue, hein, Christophe Colomb découvre des terres à l'ouest qui pensaient à l'époque être dans les parages des Indes, en fait. Alors, le traité de Tordesillas, donc en 1494, donc suite à ça, les deux nations ibériques, au départ, à l'instigation du pape, décident de se partager le monde en deux, tout simplement. Et donc ils vont dire, les terres découvertes ou à découvrir, hein, c'est comme ça dans le traité, c'est-à-dire les terres à découvrir étaient déjà partagées entre les deux nations ibériques. Donc le traité de Tordesillas, en fait, c'est un méridien qui passe au milieu de l'Atlantique, alors on verra sur la carte juste après. Et on va dire qu'à l'ouest de ce méridien, les terres reviennent à l'Espagne, donc en fait du côté des Antilles, enfin les terres découvertes par Christophe Colomb. Et à l'est, les terres reviennent au Portugal, donc en fait l'Afrique et les Indes potentiellement derrière.
j'interromps, il faut bien penser qu'à cette époque, tout le monde était persuadé que Colomb était parvenu dans les parages de la Chine. Donc ce traité, ce méridien, en 1494, il partage l'Asie. Dans l'esprit des Espagnols, la partie, les 180 degrés à partir de ce méridien, bah, ils vont avoir la Chine en tout entière. Et les Portugais, eux, ils auront l'Afrique, puis sans doute l'Inde, mais ils se partagent l'Asie en 1494. Parce qu'évidemment, maintenant, on ne comprend pas pourquoi ce partage, qui va donner quasiment les trois quarts du monde aux Portugais, et seulement l'Amérique et le Pacifique vide aux Espagnols. Non, mais à l'époque, ils se partageaient l'Asie. Et puis, il s'avérait en 1507 que c'était plutôt un continent, l'Amérique, et puis 1513, on découvre le Pacifique. Et donc, ce partage, finalement, a été un marché de dupes pour les Espagnols jusqu'à une certaine date. Donc, suite à ça, Vasco de Gama finit par rejoindre les Indes. Donc, le Portugais Vasco de Gama rejoint les Indes en 1498. Et puis ensuite, il y aura le voyage de Magellan, donc, pour citer vraiment les grands jalons, puisqu'après, donc, les Portugais vont implanter des comptoirs dans l'océan Indien, les Espagnols vont coloniser une partie de l'Amérique centrale. Et donc ensuite, le voyage de Magellan. Alors, le voyage de Magellan, on va regarder la carte qui suit, qui représente le monde connu en 1519. Cette carte est de 1519. Alors, je vais mettre le... Voilà. Donc ici, en fait, au centre de la carte, ça représente le méridien dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sépare le monde en deux. Alors, ici, on voit l'Europe, ici, donc l'Afrique, l'Asie. Alors, c'est beaucoup plus flou côté américain. Donc, on voit le Brésil, en fait, ici, qui est côté portugais. Et on voit donc les Antilles et une partie de l'Amérique centrale qui est côté espagnol. Voilà, c'est ça qu'on connaissait à l'époque. On voit que l'Amérique du Sud était connue à peu près jusqu'au Rio de la Plata. Et en fait, au-delà, voilà. Alors, ce qui est important sur cette carte, c'est qu'en fait, on connaissait en fait plus ou moins la largeur de l'océan Pacifique. Contrairement à ce qu'on peut penser parfois, on dit que Magellan était surpris par la largeur de l'océan Pacifique. Non, en fait, il connaissait la largeur de l'océan Pacifique. Il était surpris plutôt par le vide de l'océan Pacifique, puisqu'il a rencontré que 2 îles, en fait, mais 2 îles inabordables, lors de cette grande traversée qui a duré 3 mois. Donc voilà le partage du monde. Et donc l'objectif de Magellan, je sais pas si tu veux rajouter, Michel. Donc l'objectif de Magellan, c'était donc le Magellan qui était portugais mais au service de l'Espagne. Et donc le roi d'Espagne avait dit, donc c'était de rejoindre les Moluques. Les Moluques, ce sont les îles qui sont représentées ici. Donc les fameuses îles aux épices, où il y avait des épices qui ne poussaient que là-bas. Donc ils représentaient des richesses importantes. Et donc l'objectif du roi d'Espagne, c'était de rejoindre les Moluques et de revenir par la zone espagnole qui se trouve ici. Vous voyez, il n'était pas question d'un tour du monde à l'époque. Donc c'était de rejoindre les Moluques et de revenir. Alors ça représentait un double défi nautique, si je puis dire, ou géographique. C'est que déjà il fallait passer au sud de l'Amérique du Sud. Encore fallait-il qu'il y ait un passage. À l'époque, on ne savait pas si ça passait ou pas. Et ensuite, donc, de traverser cet océan qu'on savait immense. Donc un double défi, et on va voir qu'effectivement, Magellan est parvenu à remplir ces 2 défis. Alors, on va bientôt partir en voyage avec Magellan. J'aime bien cette citation. Voilà. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est... ce qu'on a du mal à se mettre à la place des gens qui naviguaient à l'époque, mais en fait, on connaissait pas, quoi. Ils ont passé le cap Bojador, ils ne savaient pas ce qu'il y avait au-delà. Les cartes terminaient en pointillés. Donc, aujourd'hui, on connaît toute la géographie de la planète. À l'époque, c'était totalement différent. Alors, les 19 Français, j'en ai fait une petite liste là. Alors, on ne va pas tous les passer en revue, comme je vous ai dit. Donc, il y avait 5 nefs. Donc il y avait la Trinidad, la nef amirale sur laquelle il y avait Magellan lui-même. Le San Antonio qui était le plus gros des bateaux en fait, la plus grosse nef. Sur la Concepción il n'y avait pas de Français. Sur la Victoria donc il y en avait 4 comme on le voit ici. Et là où il y avait le plus de Français finalement c'était sur le plus petit bateau, le Santiago. Il y a l'indication en tonneaux, mais c'est les tonneaux de l'époque. Il faut diviser par 2 pour avoir un équivalent avec le tonnage actuel, qui fait 2 mètres cubes, 85, je crois, 83 le tonneau. Donc c'est des tout petits bateaux. C'est des bateaux qui font en longueur 2 autobus, en largeur 2 autobus et en hauteur 2 autobus. Voilà. Et là-dessus, on va entasser 50 hommes, des vivres pour 2 ans, du vin, beaucoup de vin, parce qu'ils en boivent 3 quarts de litre par jour, c'est la dose prévue. Des vivres, des marchandises, des canons, des cordages, ce qui est assez inimaginable.
c'est des bateaux surchargés, mais il faut bien imaginer tout petit. L'image de l'autobus est assez parlante. C'est un petit chalutier, là, la taille, un petit chalutier de haute mer, c'est à peu près le même tonnage. C'est des minuscules bateaux, c'est ça qui est extraordinaire. Et on était entassés à tel point que quand on dormait, on pouvait s'allonger, mais on ne pouvait pas trop bouger, tellement il y avait d'objets, de gens, de choses. Voilà. Et c'est comme ça que les bateaux partent. Le 20 septembre 1519 de Sanlúcar. Voilà, donc on va embarquer avec eux. Donc j'ai une carte globale du voyage de Magellan, puis ensuite on va diviser le voyage en 4 parties cohérentes et il y aura des cartes plus précises pour chacune des parties. Donc là, très rapidement, le voyage de Magellan, voilà, ils descendent le long de l'Amérique du Sud, ils finissent par trouver ce fameux passage. On reviendra en détail après, et donc ils traversent le Pacifique. Ils arrivent ici du côté des Philippines. Ils traversent l'océan, donc le bateau rescapé en fait traverse l'océan Indien et revient. Voilà. Alors, le départ se fait le 20 septembre 1519. Il y a 5 navires, 237 hommes. Il y a une première escale aux Canaries. Il y a 4 hommes qui descendent, un qui monte aux Canaries. Donc ils sont 241. Et là, ils vont descendre le long de la côte africaine, traverser l'Atlantique. Déjà dans cette traversée, il y a des problèmes. Le commandant second qu'on a imposé à Magellan est un Espagnol, Juan de Cartagena, quelqu'un de très important, qui est sans doute le fils naturel de l'évêque Rodriguez da Fonseca, le grand le grand organisateur des entreprises des Indes, Rodriguez da Fonseca, et qui a été placé visiblement pour destituer Magellan très très vite et prendre le commandant de la flotte pour se débarrasser de Magellan. Mais Magellan est sur ses gardes, il a été averti, et lors de cette traversée, Juan de Cartagena fait preuve d'insolence un soir vis-à-vis de Magellan en refusant de le saluer, comme on doit le faire tous les soirs. Et Magellan n'hésite pas, il le met au fer, immédiatement. Il met tout de suite le danger, et Juan de Cartagena va rester au fer 6 mois. 6 mois. Parce qu'ils vont arriver au Brésil. Le Brésil, en plus, c'est dramatique, puisque pendant la traversée, premier drame, le maître italien, Salomone, a été pris en flagrant délit de péché contre nature, avec un mousse. Donc, ça s'est puni de mort. Ils arrivent au Brésil, il est exécuté. Et comme toujours, dans ce genre de péché, le corps est brûlé, les cendres éparpillées. C'est absolument terrible. Mais bon, le séjour au Brésil se passe assez bien. Le pilote Lopez de Carvalho retrouve un de ses fils naturels, qui a 7 ans, qu'il avait eu d'une indienne quelques années plus tôt, donc d'un séjour, qui va monter à bord. Donc c'est le 242e passager qui va monter là. Et puis ils sont pris par la douceur du pays. Tout se passe, disons, à peu près bien. Et les bateaux vont continuer leur route, et là ils arrivent devant le Rio de la Plata. Et là, au Rio de la Plata, Magellan va l'explorer pendant 3 semaines, ce qui montre qu'on ne savait pas si c'était bien un gigantesque estuaire ou si quand même il n'y aurait pas un passage quelque part vers le Pacifique. Mais au bout de 3 semaines, Magellan se rend compte qu'il n'y a plus il n'y a pas de passage, et il continue sa route là en terre inconnue. Il va explorer la moindre baie, ils vont descendre, mais l'hiver austral arrive, et donc il décide, en arrivant par 49 degrés 30 de latitude, presque tout en bas, il va décider d'hiverner. Et donc, ils trouvent une grande anse, assez abritée des vents, et ils vont y passer 4 mois et demi. L'arrivée dans ce port qui s'appelle Port Julian se passe très mal, puisque la mutinerie éclate, fomentée par les capitaines espagnols. 3 bateaux sont pris par les mutins tout de suite. Magellan reste avec les 2 autres bateaux. Et c'est le capitaine des gendarmes, Gomes de Espinosa, qui est le grand héros finalement de cette histoire, parce que lui aussi va faire le tour du monde et il va revenir vivant, mais 4 ans plus tard. Gomes de Espinosa tue l'un des meneurs par une manœuvre audacieuse, reprend le pouvoir sur un des bateaux. Cartagena et l'autre bateau. Je montre juste l'image en fait où on voit Gomes de Espinosa en train de poignarder. Ça fait terrible. Là, la situation se retourne. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les mutins, il y a un certain Juan Sebastián Elcano qui a pris le commandement d'un des navires. Il fait partie des mutins. Mais la situation tourne en faveur de Magellan. Les mutins se rendent. Il y a 40 mutins qui vont être condamnés, dont Elcano.
mais Magellan va n'exécuter qu'un des meneurs, un des capitaines, en lui tranchant la tête. Et Juan de Cartagena et son confesseur privé, eux, ils vont être abandonnés sur le rivage quand les bateaux partiront 4 mois et demi plus tard. Ce qui est une manière de vouer à la mort, mais ils ne pouvaient pas l'exécuter vu le rang de Juan de Cartagena. Et après tout, s'il revenait, il pouvait dire « je ne l'ai pas tué ». Les 40 autres mutins... On leur a quand même laissé une épée, un peu de On leur a biscuit. laissé une épée, 3 livres de pain et un pichet de vin. Oui. Voilà, c'est dans le texte de Pigafetta, dans le récit. Et c'est là où il rencontre, au bout de quelques mois, les Patagons. Hein, c'est Tehuel, ces Indiens très grands, très puissants, qui va tant marquer le récit de Pigafetta et l'imaginaire des Européens par la suite. Et les amnistiés, donc, les mutins sont amnistiés, parce que Magellan va avoir besoin d'eux, et je n'ai pas à vous cacher que jusqu'à la mort de Magellan, Juan de Cartagena, Juan Sebastián Elcano, qui était maître d'équipage, va rentrer dans le rang, il va redevenir simple marin, et on n'entendra plus parler de lui pendant quelques mois, de très longs mois. Et c'est seulement après la mort de Magellan qu'il va réapparaître et peu à peu reprendre quelques grades. Ça, on anticipe. Ils lèvent l'ancre à la fin de l'hivernage et ils descendent. Un des navires fait naufrage, le Santiago. Et puis, peu de temps après, Magellan découvre l'entrée d'un détroit, d'un cap, qui a l'air assez grand. Il s'y engage et de proche en proche, il va découvrir ce détroit de Magellan. Et ce qui va durer un mois, cette découverte. Un mois, notamment parce qu'au milieu du détroit, il y a un des bateaux qui déserte. Le San Antonio, le plus gros bateau, celui chargé le plus de vivres. C'est dramatique. Et le San Antonio va déserter. C'est le pilote qui est portugais, là, qui prend le pouvoir, qui met au fer le capitaine, qui est le cousin de Magellan, et qui repart vers Séville, où il arrivera le 6 mai 1521, avec 55 hommes à bord. Pour vous dire déjà que dans le voyage de Magellan, il y a déjà 55 survivants sur ce bateau qui a déserté. Et cette désertion va être une catastrophe pour Magellan, mais en même temps va sauver l'expédition, comme je l'expliquerai après. Mais là, il faut s'arrêter, c'est le premier épisode, il y a quelques Français qui ont disparu, n'est-ce pas? Voilà, oui. Voilà. Donc ces 55 hommes, finalement, ont eu plutôt de la chance, puisqu'en fait, il n'y aura que 35 autres survivants, comme on le verra un peu plus tard. Donc il valait mieux être sur le San Antonio que sur un des 4 autres bateaux, a priori, à ce moment-là, quoi. Donc à ce moment-là, voilà, il y a 6 Français qui sortent de l'histoire. Alors il y en a un qui est mort noyé, hein, justement dans la baie de San Julián, là, en Patagonie, qui est mort noyé, et les 5 autres sont rentrés, donc sains et saufs en Espagne. Alors je vais juste vous parler d'un d'eux. Voilà, je vais vous parler de Jean Mabire de Rouen. Alors en fait, je parle de Jean Mabire parce que je voudrais vous parler un petit peu de ma méthode de travail par rapport à certains objectifs que je me suis fixés quand j'ai écrit ce livre. Donc en fait, on a des listes d'équipage disponibles, donc qui sont connues, voilà, mais en fait la plupart des noms sont hispanisés dans ces listes d'équipage. Donc on a les noms en espagnol, par exemple ici on voit Juan Mavira, d'accord. Donc en fait, bon, là c'est assez simple dans ce cas de figure-là, mais en fait parfois c'est compliqué à partir de ces noms hispanisés de retrouver les noms français, au niveau des patronymes, mais aussi au niveau de leur lieu de naissance, au niveau des toponymes. Donc moi j'ai fait le constat qu'une partie de ces marins ne savaient ni lire ni écrire. Alors le taux d'analphabétisme n'était pas non plus... il y avait des gens qui savaient lire et écrire parmi les équipages, hein, c'était pas non plus... il y avait des écoles en France, dans les villes et villages de France. Mais il y avait quand même une bonne partie des marins qui ne savaient pas écrire. Il y a un des documents postérieurs au voyage où il y a 16 marins de survivants de l'expédition qui sont amenés à témoigner et donc à signer. Et en fait, sur les 16, il y en a 8 qui savaient pas signer. Donc, ils savaient non seulement pas écrire, mais même pas signer de leur nom. Donc, on peut imaginer quand ces marins étaient embauchés sur des rôles d'équipage, ils devaient parler plus ou moins espagnol. Et donc, le fonctionnaire espagnol devait tendre l'oreille pour comprendre leur nom en français. Et donc, il l'écrivait un petit peu à la manière espagnole. Donc, j'ai eu une approche, disons, pour refranciser les noms, hein, si on peut dire. Donc, j'ai une approche plutôt phonétique que graphique, en fait. Et j'ai essayé de retrouver des noms de famille qui, phonétiquement, pouvaient ressembler aux noms qui étaient écrits en espagnol sur les rôles d'équipage. Donc là, c'est un exemple assez évident. Moi, je suis loin d'être le premier à avoir fait le lien entre Mavira et Mabire, puisque déjà, le V se prononce
à peu près comme le B en espagnol, alors ce qu'on appelle le bétacisme. Ça avait déjà cours au XVIe siècle, hein. Le bétacisme, c'était déjà, d'après les chercheurs, c'était déjà prononcé comme ça. Donc Mavir, donc Mabira, Mabir, et donc Mabir, voilà, on francise le nom, on enlève le A, on met un E à la place. Et donc après, il faut confronter ça aussi aux sources, aux sources locales. Et donc là aussi, c'est assez simple pour Jean Mabir, puisqu'en fait, Mabir, c'est un nom très commun en Normandie, hein. C'est un nom qui est beaucoup donné là-bas. D'ailleurs, c'est un nom féminin, Mabir, c'est un prénom féminin ancien. Hein. Et ça, c'est typique de l'anthroponymie normande, c'est-à-dire en fait, il y a des noms de famille en Normandie qui sont des prénoms féminins en fait. Donc voilà, tout ça pour dire que pour Jean Mabir, c'est assez simple, mais on verra plus tard d'autres exemples où c'est un peu plus compliqué de retrouver les noms de famille. Donc on est à 6 morts des Français. On non, a 6 qui sont... 6 qui sont sortis du voyage. Oui, qui sont sortis du voyage. Voilà, je vous laisse aussi admirer... 5 sont retournés à Séville sur le bateau qui a déserté, dont un prêtre. Hein. Oui. Voilà. Bernard Calmette, de Lectoure, dans le sud. Dont on a la signature. Et dont on a la signature, et par les lectures, Bruno a retrouvé la trace de ce Jean Calmette aux Canaries, dans un document montrant qu'après son retour, il était allé aux Canaries où il avait officié. Ça, c'est une nouveauté que Bruno apporte au livre. On reprend le voyage du détroit de Magellan. Alors, il y a un point très important, c'est cette désertion. C'était une catastrophe pour Magellan. Esteban Gomes voulait annoncer à Séville que le détroit avait été trouvé et revenir avec des navires puissamment armés directement au détroit et traverser le Pacifique, pensant que l'expédition de Magellan était vouée à l'échec. Il voulait en tirer la gloire pour lui. C'est un Portugais qui l'a trahi là. Mais Esteban Gomes ne va pas être cru à Séville. On va lui demander, il y a des témoignages contre lui. Mais toujours est-il que pendant ce temps-là, Magellan n'a plus que 3 navires, il fait escale dans une petite baie pour attendre d'abord le San Antonio. Dans le détroit, chaque navire partait de leur côté, explorer les petits fjords, les baies, pour voir s'il y avait un passage. Et ne voyant pas le San Antonio revenir, les 3 autres navires décident de l'attendre dans une baie, qui était une escale qui n'était pas vraiment prévue, et ils vont l'attendre une douzaine de jours. Ils envoient le Victoria à sa recherche pendant une semaine, qui va refaire le chemin en sens inverse, ne va pas trouver le San Antonio. On conclut qu'il n'a pas eu d'avarie, mais qu'il a déserté. Le Victoria revient et il part 2 jours après. Et c'est un épisode très très important que les sources ont permis de révéler, parce que les autres livres n'avaient pas mentionné. C'est que, et c'est dans les textes, qu'est-ce qu'ils font dans cette baie ? Eh bien, ils trouvent une plante qui s'appelle apio. L'apio, c'est l'aipo, c'est le céleri. Et en effet, dans cette zone du détroit, il y a du céleri sauvage qui pousse en abondance. Et eux, ces marins, ils voient du céleri, ils connaissent, c'est une bonne plante, et puis naturellement, ces gens qui mangent que des viandes pourries depuis un temps fou, qui manquent de rafraîchissement, s'en nourrissent. Et comme il y en a beaucoup, qui ont le temps, ils n'ont rien à faire, ils en font des conserves dans du vinaigre. Alors, il se trouve que le céleri est ce céleri sauvage, richissime en vitamine C. Il était recommandé pour les marins anglais au 19e. Mais eux, spontanément, ils en mangent, ils en font des conserves. Le vinaigre conserve l'acide ascorbique, la vitamine C. Et donc, ils vont pouvoir en manger pendant la traversée. Et c'est cette consommation de céleri qui fait que la traversée du Pacifique, contrairement à ce qu'on écrit partout, n'est pas une hécatombe. C'est même la moins mortifère de tout le XVIe siècle. Il y aura 9 morts sur 166 marins, ce qui est très très peu. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont été protégés à leur insu contre le scorbut. Alors ils seront atteints par le scorbut, et notamment sur la Victoria. Les 9 morts, ça c'est une découverte de Bruno, ont tous été sur la Victoria, pas les autres bateaux. Pourquoi ? Parce que la Victoria a passé beaucoup de temps à chercher le San Antonio. Les marins ont passé que 2 jours à terre, ils n'ont pas pu se nourrir, se gorger de céleri comme les autres, et c'est sur eux que les effets du scorbut vont être les pires. À vrai dire, pendant la traversée, ils vont surtout souffrir de famine, 105 jours sans pouvoir descendre à terre, sans pouvoir s'approvisionner, ça va être véritable une catastrophe. Et une des découvertes de nos livres, c'est que Pigafetta écrit noir sur blanc qu'il y a eu 19 morts.
19 morts, c'est déjà pas beaucoup, mais ça semble un peu plus. Or, toutes les archives, la liste des morts montre bien qu'il n'y a eu que 9 morts. C'est une erreur dans le texte original de Pigafetta. Pigafetta compte tous les morts jusqu'à Cebu aux Philippines. C'est 19. Ou alors, il a écrit 10 ou 9 morts, parce qu'il y en a un, en effet, qui meurt juste après l'escale aux Mariannes, donc c'est 9 ou 10, 9 ou 10, 10 ou 9, 19. C'est une erreur dans la source initiale qui a été bien démontrée. 9 morts, c'est très peu sur 166. La preuve, 4 ans plus tard, Elcano, avec une puissante flotte de 7 navires, passe le détroit. Il est le pilote principal de l'amiral Joffre de Loaiza. Il passe le détroit, bien sûr, qui est bien connu, d'une seule traite. Et il traverse le Pacifique. Sur les 7 bateaux, il n'y en a qu'un qui va réussir à la traverser. Les autres vont être déportés vers le Chili, sur la côte chilienne, ou vont sombrer. Sur le seul bateau, qui est le bateau amiral, celui d'Elcano, il y a 40 morts, alors qu'il n'y a que 60, 70 personnes. Et parmi ces morts, il y a Elcano et il y a Joffre de Loaiza, les officiers. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas fait l'escale dans le détroit, ils n'ont pas approvisionné de céleri, ils n'ont pas été protégés par le scorbut. Alors ça, c'est une des beautés du voyage de Magellan, c'est que la désertion du San Antonio, qui devait détruire l'expédition de Magellan, qui ôtait toutes ses chances à Magellan de poursuivre et d'atteindre des Moluques avec plus que 3 bateaux et peu d'approvisionnement, eh bien cette désertion qui aurait dû être fatale à Magellan va paradoxalement la sauver à cause de cette escale forcée entraînée par la désertion. Et ça, c'est des beautés de ce voyage, ce paradoxe. Et là-dessus encore, on a quelques morts français, je pense. Alors, on peut continuer jusqu'aux Philippines. On continue jusqu'aux Philippines. La première île qu'il trouve de l'autre côté, au bout de 105 jours, c'est l'île de Guam, aux Mariannes. Alors, et enfin, des rafraîchissements, de la nourriture fraîche, des vivres. Ils descendent, mais ça se passe assez mal, parce que les habitants, les Chamorros, disons, sont assez voleurs, viennent sur les bateaux, leur piquent leurs chaloupes. Et Magellan, fou furieux, fait une expédition punitive à terre, massacre beaucoup de ces Indiens, pille leur nourriture, met le feu au village. Enfin, c'est extrêmement violent, mais ils ont pu prendre de quoi se restaurer. Il repart aussitôt. Cette île sera appelée île des Larrons, d'ailleurs, île des voleurs. Et il va arriver aux Philippines quelques jours plus tard, à l'île de Samar, et puis ils vont s'arrêter sur une première île. Là, ils vont enfin pouvoir se nourrir de noix de coco, notamment, riche en vitamine C d'ailleurs, et d'autres produits. Ils vont arriver à Limassava, ils vont pouvoir rencontrer le roi local, manger des viandes, profiter beaucoup. C'est Pigafetta le dit, si on sait lire, hein, il profite beaucoup des femmes. Et la carte avec le trajet complet, oui, puisqu'on est... Voilà. Là, vous voyez on est là-bas. la traversée du Pacifique ici, les îles des Larrons qui sont ici, et un peu plus loin, il y a les Philippines. On en a une autre avec les Philippines. Alors j'ai la carte complète, mais qui est au début, du coup. Bah si, Non, à droite. ouais. Ici, La carte la plus précise. ici à droite, on a l'arrivée aux Philippines, là, sur l'île de Samar. Il va redescendre un peu plus au sud, arriver sur l'île de Lisamawa, où là, ils boivent de l'alcool de riz qui les enivre complètement. Et puis, Magellan, quand même, est très préoccupé, parce qu'il n'a pas fait d'alliance avec des rois, il a un pourcentage, il a une rente sur toutes les alliances commerciales qu'il fait. Donc, on lui dit qu'il y a un royaume puissant, un peu plus au nord, que le royaume de Cebu, avec la ville de Cebu. Donc, il s'y rend. Le but du voyage, c'est d'aller aux Moluques, prendre des épices. Oui, mais il pense aussi à ses rentes futures. Donc, il va à Cebu, et il rencontre le roi de Cebu. Au début, ça se passe très bien. Et là, c'est là où le drame va arriver, mais je dois m'arrêter là, parce que c'est... Non, faut continuer. Non, pardon, Jusqu'au Moluques, en fait. Jusqu'au Moluques. Oui. Ça a changé, là. Le programme a changé. Donc, Magellan fait alliance avec le roi de Cebu, fait un traité de paix, il lui demande de se convertir au christianisme, le roi de Cebu, pourquoi pas. Le roi de Cebu se convertit avec 800 de ses fidèles, de ses hommes, et Magellan offre une petite statue flamande du Menino Jésus au roi de Cebu, statue qu'on peut toujours voir à la cathédrale de Cebu aujourd'hui.
Et puis, il y a un roi de l'île de Mactan, un petit roi clé, un seigneur, qui refuse l'autorité du roi de Sébou, qui refuse de prêter allégeance à Magellan. Et Magellan décide de montrer au roi de Sébou de quoi sont capables les Européens. Il mène une expédition punitive contre ce petit roi, mais dans des circonstances très bizarres. Il part avec très peu d'hommes, il part en chaloupe, il arrive sur une plage pleine de récifs, et là, ils sont accueillis par 1000 indigènes, très bien armés de lances, de flèches, et ça va être un massacre des Européens, enfin massacre. 7 Européens vont mourir, dont Magellan, sous les coups des indigènes. Les autres se replient en pagaille, et les Européens sont dévastés. Et 2 jours après, le roi de Sébou propose aux officiers un grand banquet à Sébou même. Une trentaine d'Européens y vont, et là, il y a un massacre général des Européens qui est effectué par le roi de Sébou. Et il y en a quelques-uns qui arrivent à s'échapper, et à ce moment-là, c'est dur à résumer. À ce moment-là, 3 bateaux récupèrent le maximum de gens. Les 2 capitaines généraux élus, Duarte Barbosa et Juan Serrano, sont tués. Donc il faut élire un nouveau capitaine général. C'est le Portugais, Lopez de Carvalho. Et ils repartent en catastrophe. Ils brûlent peu après la Concepción parce qu'ils n'ont plus assez d'hommes pour les 3 bateaux. Ils vont rester à 2 bateaux. Et là, ils vont errer, c'est assez curieux, ils vont pas aux Moluques, ils remontent au nord, ils vont à Bornéo, où il y a dans le texte un récit extraordinaire du séjour à Bornéo, à Brunei, et de l'entrevue avec le roi de Brunei. Ça se passe bien, ils voient que c'est un pays, une ville très très riche, ils passent des traités d'amitié sans Magellan, mais bon, ils continuent à penser au commerce futur, à ce qu'il faut rapporter au roi d'Espagne. Puis enfin, ils se décident, alors ils partent de Brunei en catastrophe, pour des raisons, je pense aussi liées aux femmes dont ils abusaient, mais peu de temps après, d'ailleurs, Lopez de Carvalho est destitué, parce qu'il avait capturé 3 princesses philippines pour son usage sexuel personnel, il est destitué par les Européens, et c'est Gomes de Espinosa qui devient le dernier capitaine général de la flotte, et c'est à ce moment-là qu'Elcano sort de l'ombre et devient capitaine de la Victoria. Ils arrivent aux Moluques, le 8 octobre 1521, je crois, en parlant. Non, pardon. Je n'ai pas les dates exactes. En fin d'année 1521, en octobre 1521, là, ils remplissent les cales de girofle, parce que c'est aux Moluques, ces petites îles, on peut les montrer avec le poing, c'est là où pousse en exclusivité mondiale le girofle, et nulle part ailleurs dans le monde. Donc ils chargent leurs cales de girofle. Et puis arrive le problème du retour, et donc c'est là où Gomes de Espinosa dit que même s'il est interdit de revenir par le domaine portugais, eh bien, vu le vide du Pacifique, vu les incertitudes du voyage retour, lui, Gomes de Espinosa, sur la nef amirale, va revenir par le Pacifique, ce qui va tenter, et Elcano, lui, va tenter la voie portugaise, mais très au sud, pour éviter les navires portugais. Et en effet, Elcano arrive à faire le demi-tour du monde. C'est lui qui va je vais jusqu'au Moluques. Du coup, voilà. Du coup, ça va un peu loin. Là. Donc voilà, on va revenir à nos Français. Donc en fait, Michel a parlé de la bataille de Mactan et du massacre de Sébou. Lors de ce massacre de Sébou, en fait, 3 Français vont disparaître. On n'est pas sûr qu'ils soient morts, qu'ils aient été massacrés ce jour-là, en fait, puisqu'une expédition espagnole ultérieure va arriver aussi à Sébou, va questionner les indigènes, et apparemment il y a eu des survivants, et qui auraient été vendus à la Chine, comme c'est écrit, donc vendus à des marchands chinois, donc comme esclaves, voilà. Donc peut-être qu'une partie d'entre eux sont repartis vers la Chine, et ont fini donc, comme esclaves en Chine, quoi. Je vais juste vous parler donc de Philibert Bodin, du coup, je disais le régional de l'Étape. Donc lui, en fait, il a été blessé lors de la fameuse bataille où Magellan est mort. Alors, qu'est-ce qu'on sait de lui? En fait, on sait de lui, alors, au niveau de son prénom, on a 2 versions, Filiberto, Giliberto. Bon, on parle plus souvent de Filiberto, donc, donc j'ai choisi en fait de prendre le prénom Philibert. Et ensuite, au niveau de son nom de famille, on a aussi 2 versions principales, donc Bodin ou Vendini. Alors Vendini, c'est difficile de retrouver, disons, un nom de famille français. Enfin, ça c'est pas tellement la consonance française.
Donc le plus probable, en fait, c'est qu'il s'appelait Bodin. D'autant plus qu'on retrouve le nom de famille Bodin, en fait, hein, dans la région, que ce soit aujourd'hui ou à l'époque. Son nom de famille a été donné à l'époque. Alors lui, on connaît aussi les prénoms de ses parents, Jean et Jeanne, hein, Juan et Juana. Voilà. Et donc, au niveau de son origine, donc on sait qu'il vient de Touraine, puisqu'on a... alors on a deux versions aussi de son origine, donc Torres en Totaina, Vrienes en Touraine. Alors Touraine, c'est la Touraine en espagnol, donc il y a guère de doute. Et en fait, une version ancienne du mot Touraine en espagnol, c'était Toraina, donc vous voyez, ça ressemble beaucoup à Totaina. Donc ils viennent de Touraine, c'est certain. Et alors, Vrienes, j'avoue que j'ai pas retrouvé de toponyme qui ressemblait à ça, ou de très loin. Par contre, Torres, ben voilà, Torres, ça correspond à Tours, hein, donc à la fois comme nom commun et aussi comme nom propre, puisque j'ai retrouvé écrit Torres en espagnol de cette manière-là à l'époque. Donc lui était canonnier sur la Victoria. En fait, il a été à un moment nommé connétable au moment de la préparation des bateaux à Séville. À un moment, il était nommé connétable, c'est-à-dire c'était le chef des canonniers de la Victoria. Mais il a embarqué comme simple canonnier et il a été flanqué de 2 canonniers allemands qui se sont succédés l'un et l'autre d'ailleurs au poste de connétable. Donc voilà, on ignore pourquoi Philibert Bodin a peut-être été destitué de son rôle de canonnier, de connétable. En tout cas, il a été canonnier sur la Victoria finalement. Et donc voilà une vue hein, du combat de Mactan. Ça s'est probablement pas passé tout à fait comme ça, mais voilà, je trouvais que c'était une vue intéressante. Et en fait, il a été blessé grièvement lors de ce combat de Mactan, et il est mort 4 mois plus tard de ses blessures au combat, sur une petite île au nord de Bornéo. Donc là, c'est la pointe nord de Bornéo, et il y a une petite île ici qui s'appelle Balambangan, alors je suis pas sûr du tout de bien prononcer, où il y a un port où se sont probablement arrêtés les bateaux de Magellan, et donc c'est là qu'il est mort. Alors voilà, donc après moi ce que j'aime bien, alors ça c'est mon côté romancier, Michel il me critique parfois par rapport à ça, mais je trouve que là on a quelques éléments qui permettent peut-être de dire que Philibert Bodin est un petit peu peut-être brûlé, c'est-à-dire en fait au chantier apparemment il a eu quelques ennuis puisqu'on l'a nommé connétable, ensuite on l'a destitué. On peut penser qu'il s'est battu courageusement lors du combat de Mactan puisqu'il a été blessé. Voilà, ça laisse transparaître, disons qu'on peut imaginer certes un peu son caractère. Voilà, donc moi j'aime bien faire ce genre de choses. Mais nous allons reprendre la suite du voyage avec le destin de la Trinidad. Dans le voyage de Magellan, on oublie beaucoup le navire amiral commandé par Gomes de Espinosa qui a tenté de retrouver une voie de retour par le Pacifique. Et il essaye, en effet, bon, il reste quelque temps aux Moluques pour des avaries à réparer, bon. Et puis il part plus tard que la Victoria, et puis il essaye d'attraper ce qu'il estime être probablement les vents alisés du Pacifique Nord. Son idée n'est pas idiote, mais la route part assez mal. Il part en route, disons, nord-est. Il repasse par les Mariannes. D'ailleurs, là, il y a quelques marins qui désertent aux Mariannes. Puis il continue vers le nord, mais il est pris par les tempêtes qui l'empêchent d'obliquer plein est. Et là, c'est là où le scorbut, le vrai scorbut, se déclenche. Et au bout d'un certain moment, eh bien, ça tombe comme des mouches sur ce navire. La liste des morts de la Trinidad que l'on a retrouvée, hein, que l'on peut lire, monte. Et à un moment, il y a des morts tous les 3 jours. Et il fait demi-tour, revient avec un équipage, alors il part à 50, hein, ils vont revenir à 20, hein, tous les autres vont mourir du scorbut. Il échoue non loin des Moluques, sur l'île d'Halmahera, où là il fait savoir, il envoie un messager par un bateau malais qu'il est là, mais qui va venir, ce ne sont pas les Malais, ce ne sont pas les gens des Moluques, ce sont les Portugais, parce qu'entre-temps les Portugais d'Antonio de Brito sont arrivés aux Moluques, c'est la flotte qui a été envoyée par Dom Manuel pour détruire la flotte de Magellan, il l'avait envoyée par l'Est, et là ils arrivent, après bien des déboires, enfin aux Moluques. Antonio de Brito arrive, il apprend que les Européens, les Espagnols sont déjà passés là, il n'est pas content, mais il prend possession des Moluques officiellement et commence l'érection d'une forteresse. Et là, il va chercher lui-même le bateau de Gomes de Espinosa, il fait prisonnier les 20 survivants, il va les faire travailler comme esclaves à la construction de la forteresse, et parmi ces 20 prisonniers, eh bien, il y en a 5 qui, 4 ans plus tard, vont revenir
prisonniers des Portugais par la voie portugaise en 1526, dont Gomes de Espinosa. Donc, dans cette expédition de Magellan, on oublie souvent ces 5 de la Trinidad qui ont fait le tour du monde, même s'ils sont arrivés beaucoup plus tard, et qui sont aussi des survivants de ce voyage. Alors au niveau des Français, donc sur la Trinidad, il y avait 4 Français. Donc en fait, il y en a 3 qui sont morts pendant ce retour terrible depuis le Pacifique Nord. Et il y en a un qui va survivre un peu plus longtemps, c'est Barthélemy Prieur, qu'on appelait Malo, puisqu'il est originaire de Saint-Malo. On voit ici la toute première trace d'un des Français dans les écrits de l'époque, c'est-à-dire en fait il est au chantier de Séville dès 1518. Alors on voit ici, on devine Malo française, vous voyez. Voilà, Mariniero, on devine un petit peu son nom ici, Malo. Et lui, en fait, va faire partie des prisonniers par les Portugais. Il va être envoyé, donc en passant par Java, mais il va être envoyé à Malacca. Et en fait, on a un papier, on a un document d'époque qui dit qu'il était mort, en tout cas en novembre 1524. Il est probablement mort un peu avant, mais il était déclaré comme mort, ainsi que 3 de ses camarades, en novembre 1524. Donc on a là aussi ce document. Alors moi-même, je vois pas très bien. Voilà, on retrouve le Malo française. Voilà. Donc lui était contremaître. Alors c'est un personnage intéressant parce qu'il était contremaître, donc c'était le mieux payé de tous les Français en fait, des 19 Français, puisqu'il était contremaître, et donc il était au départ sur le Santiago, le plus petit bateau qui a fait naufrage, dont on en a parlé, et qui est passé ensuite sur la Trinidad. Et donc voilà, il est mort à Malacca 1524, et on va passer la dernière partie du parcours. Oui. Avant, il y a une histoire quand même sur un des Français qui est mort, un mousse, je ne sais plus lequel, je reviens. Alors il y en a 2, ouais. C'est Pierre Arnaud qui était sur la Victoria, aux Moluques, et il demande à aller sur la Trinidad. Et pourquoi ? Parce qu'il devait rejoindre son ami, Mousse, qui est Jean Brasse, de Breton. Hein. Et de Breton, ils étaient ensemble sur le Santiago qui avait fait naufrage, donc ils s'étaient connus 1 an sur le Santiago, celui qui a fait naufrage. Donc on imagine bien les liens qu'ils avaient noués. Et après, ils ont été séparés, l'un sur la Trinidad, l'autre sur la Victoria. Mais à l'heure du grand départ, eh bien, on sent, c'est pas dans les textes, mais c'est dans les textes, oui, qu'il a demandé à échanger contre un marin espagnol, contre un mousse espagnol. Et pourquoi ? Pour rejoindre son ami, pour rejoindre son ami Jean Brasse sur la Trinidad. Et là, juste par les documents, cette signification de cette volonté de changer, on comprend qu'il y a une histoire d'amitié entre ces 2 hommes, ces 2 Bretons, et qui veulent être ensemble pour le retour, qui semble très périlleux. Et dans la liste des morts, on voit qu'ils meurent à 3 jours d'intervalle du scorbut, tous les 2. Voilà. Donc on les imagine l'un avec l'autre jusqu'à la fin. Donc repartons avec la Victoria. Oui, la Victoria, donc c'est l'heure de gloire d'Elcano, l'ancien mutin, qui avait eu beaucoup de problèmes d'ailleurs avant de partir, puisqu'il avait un bateau marchand méditerranéen, et il avait vendu son bateau aux Italiens pour récupérer de l'argent et se payer ses arriérés de solde, ce qui était puni par la loi en Espagne. Donc en Espagne, quand il est revenu, il était sous le coup d'une procédure qui pouvait être très grave. C'est pour ça qu'il prend le bateau avec Magellan pour fuir cette procédure. Donc ensuite, il se distingue lors de la mutinerie, mais bon, le hasard fait que c'est lui qui va ramener la Victoria, donc en faisant, comme j'ai dit, une route très au sud, vraiment, il va même passer devant l'île d'Amsterdam, hein, qui va être officiellement découverte en 1642, mais il est le premier à l'apercevoir, pour éviter les bateaux portugais qui naviguent beaucoup plus au nord. Et il va faire escale à Timor, où il y a des gens qui vont déserter à Timor. Et j'ai oublié de dire qu'il a pris 17 Moluccois avec lui. Il y en a 4 qui vont arriver vivants à Séville. Et il va passer le cap de Bonne-Espérance. Et il va foncer à travers l'Atlantique. Et là, il commence à avoir faim, il commence à souffrir du scorbut. Ce qui les a sauvés lors de cette longue navigation, qui est très très longue, quasi sans escale depuis Timor, c'est qu'ils emportent des noix de coco. Ils chargent de noix de coco. Et depuis Vasco de Gama, on sait que les noix de coco, c'est excellent pour les bateaux, parce qu'il y a de la nourriture, il y a de l'eau douce, et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a aussi de la vitamine C.
Donc, ils vont être très peu frappés par le scorbut à cause de ces provisions de noix de coco qu'ils ont fait aux Moluques et sans doute à Timor. Mais quand même, ils arrivent sans vivre, ils manquent d'eau, et donc il faut faire escale. Il n'est pas question de retourner à ces villes, ils n'en peuvent plus au milieu de l'Atlantique, donc ils décident de faire une escale au Cap-Vert. Et ils descendent, il y a 12 hommes qui descendent au Cap-Vert pour avoir de l'eau et des vivres. Parmi ces 12 hommes, il y a aussi un Moluquois parmi eux, ça fait 13. Parmi ces 12 hommes, 12 Européens, il y en a un qui essaye de payer les vivres, ils n'ont pas grand-chose, avec un petit sachet de girofle. C'est ce qu'on appelle payer en espèces, hein. Payer en épices, c'est ça, hein, payer en espèces. Donc ils essayent de payer. Et là, les Portugais voient que ils ne viennent pas du tout des Caraïbes, comme ils le prétendaient, ils doivent venir des Indes. Et là, à ce moment-là, les Portugais font prisonnier les 12. Alors là, le canot comprend que c'est trop tard. Il lève l'ancre précipitamment, sans avoir pu s'approvisionner, et là, il fonce vers les Açores pour revenir vers Séville. Et il va arriver à Séville quasiment 3 ans plus tard, donc le 6 septembre 1522, avec toujours, comme on dit, 18 hommes à bord, hein, plus les 3 Moluques. Enfin, on ne les compte pas souvent. C'est comme ça, oui, l'histoire est écrite comme ça. Hein. Il y a 21 hommes à bord, dont 3 Moluquois. Et l'histoire retient toujours ces 18 qui arrivent, qui sont déguenillés, qui n'en peuvent plus. Et dans quasiment tous les livres, et même encore aujourd'hui, vous lirez, l'expédition de Magellan, c'était 250, ils sont partis à 237, parfois en général on dit 265, qui est un chiffre qui traîne depuis le 19e, et surtout depuis le livre de Stefan Zweig, qui est très bon, mais il y a quand même quelques erreurs. Et donc il y a eu 18 survivants sur 265 partants. Donc, même si c'est sur 242, il n'y a pas eu 18 survivants. Comme je vous ai dit, il y a eu les 55 qui reviennent le bateau qui a déserté. Il y a les 18 de la Victoria. Il y a les 5 de la Trinidad qui vont revenir 4 ans plus tard. Et puis il y a les 12 du Cap-Vert qui sont prisonniers, en effet. Mais ils vont être libérés 3 semaines plus tard, rejoindre Lisbonne en étant prisonniers, mais libérés à Lisbonne, ils vont rejoindre Séville. Ce qui fait que sur la Victoria, il y en a 30 qui ont survécu. Et les 12 du Cap-Vert, il ne faut pas les oublier. Ils ont fait le tour du monde, et c'est là où on s'aperçoit, quand on fait les comptes, qu'il y a un Français qui a fait le tour du monde, un du Cap-Vert, Richard de Normandie, natif d'Évreux, et puis il y en a un autre qui a fait le tour du monde, c'est ce que Bruno a trouvé, mais il n'est pas arrivé au bout. Voilà, parce qu'en fait, le tour du monde a été compliquant finalement. En fait, à l'aller, donc les bateaux sont descendus comme ça, le long des Canaries, etc., et ils sont passés entre les îles du Cap-Vert et le Cap-Vert. Donc en fait, quand la Victoria est revenue, elle a croisé sur son sillage de l'aller, à peu près ici, vous voyez, donc à mi-chemin, à mi-distance, disons, entre le Cap-Vert et les îles du Cap-Vert. Donc ça, c'était à peu près début juillet 1522, donc le 4 est peut-être la date la plus probable. En tout cas, à ce moment-là, il y avait encore 32 Européens à bord de la Victoria, 32 Européens, dont un Breton et un Normand. Donc en fait, les 2 premiers Français à avoir fait le tour du monde sont ces 2 personnes-là, un Breton et un Normand. Alors je vais en parler un petit peu plus de ces 2 personnages. Voilà, on m'a dit qu'on pourrait dépasser de 10 minutes. Voilà, donc le premier c'est Stéphane Billan du Croisic. Alors Stéphane Billan ou Villon, en fait il est noté dans les rôles d'équipage comme s'appelant Esteban, donc Villon, Billon en espagnol. Et donc, par rapport à ma démarche dont je vous ai parlé tout à l'heure de retrouver les noms de famille à partir d'une démarche phonétique, en fait, je me suis aperçu, donc le Croisic à l'époque, on parlait breton, hein, ça faisait partie du duché de Bretagne, on parlait breton, et en fait, phonétiquement, ça ressemble vraiment fort au nom breton Billan, puisqu'en fait, Billan, en breton, ça se prononce Billan, alors que Villon, en espagnol, ça se prononce Billon, vous voyez, donc Billon, Billan. Donc il y a vraiment, phonétiquement, c'est vraiment très très proche, quoi. Et je suis conforté dans cette hypothèse par le fait que j'ai trouvé des billans, alors c'est pas une surprise non plus, parce que billan, ça veut dire petit, enfin en Bretagne, il y en a plein, mais en tout cas, j'en ai retrouvé dans les registres paroissiaux du Croisic de l'époque, hein, alors que j'ai pas trouvé de Villon, en fait, dans aucun document d'époque qui parlait de Villon au Croisic, quoi, voilà. Donc ça conforte quand même l'hypothèse. Alors, l'hypothèse Villon reste ouverte, hein, bien évidemment.
Personnellement, j'ai tendance à penser que c'est plutôt un bihan qu'un vihan. Sur l'origine, donc voilà, on trouve dans les documents, dans les manuscrits, des graphies comme ça, trosiques ou trusiques. Et en fait, c'est des graphies qu'on retrouve chez des auteurs français ou bretons du début du XVIe, avec un T au lieu du C. Donc voilà, donc là, on peut dire qu'on est quasi certain que s'il s'agit bien du croisic, on sait que c'est en Bretagne, puisque on l'appelait aussi Esteban Breton, il avait comme surnom breton. Voilà, donc Stéphane Bihan, lui, il est marin sur la Victoria. Et donc, comme je vous l'ai dit, il va faire le tour du monde, puisqu'en fait, il fait partie des 32 survivants encore sur la Victoria au moment où elle recroise son sillage de l'allée. Et malheureusement, je vais revenir sur la carte, malheureusement pour lui, il ne va pas finir le voyage, puisqu'il fera partie... Alors sur ces 32, il y en a deux. Il y en a un qui va mourir assez rapidement au moment du départ des îles du Cap-Vert. Et puis donc, Stéphane Bihan, il va être le tout dernier mort de la Victoria, en fait. Il va mourir quelque part par ici, par 31 degrés nord, à l'approche des Açores. Et donc, un mois avant l'arrivée, en fait, il va mourir en mer ici. Voilà, le tout dernier mort de la Victoria. Bon, je vais passer sur la Quintalada. Alors, non, pardon, je suis plus sur la bonne. Voilà. Oui, on peut dire un petit mot sur la Quintalada. En fait, on se demande pourquoi ces marins partaient sur ces bateaux alors qu'il y avait tant de risques, il y en a plein qui ne rentraient pas. Une des raisons, ça peut être qu'en fait, ils pouvaient quand même s'enrichir. Leur salaire n'était pas beaucoup plus important que ce qu'ils pouvaient gagner à terre, mais ils pouvaient en fait ramener des épices pour leur propre compte, jusqu'à un certain niveau, selon le poste qu'ils avaient à bord. Et donc, ça leur permettait de doubler leur paye, en fait, donc de revenir quand même avec un pactole intéressant en rentrant. Et j'en parle pour Stéphane Bihan, puisque lui-même avait ramené le maximum de Quintalada, donc son salaire était doublé. Donc malheureusement, il n'a pas pu en profiter, puisqu'il est mort avant d'arriver. Et j'en viens à notre tout dernier personnage, qu'on a déjà évoqué, donc Richard d'Évreux. Alors Richard de Normandie, il est beaucoup appelé comme ça sur les manuscrits. On a son nom de famille sur les manuscrits espagnols, de Faudis. Donc là aussi, je me suis intéressé, alors aussi un peu phonétiquement, à qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme nom de famille, à l'époque à Évreux, qui pouvait ressembler à ça. Et en fait, quand on remplace le O par AU, on trouve des de Faudis, du côté d'Évreux. Actuellement, on n'en trouve plus aujourd'hui, j'en ai pas trouvé, on trouve des défaudets en Normandie. Et en fait, c'est la même racine. La racine, c'est faude, qui est un mot normand qui veut dire parc à moutons, ou qui veut dire charbonnière, en fait. Et donc, les défaudets d'aujourd'hui, ou les deux faudis de l'époque, c'est la même racine. Il y a aussi des lieux en Normandie qui s'appellent Faude. Donc voilà, donc en fait, deux faudis, phonétiquement, vous voyez, ça correspond exactement aux deux faudis ici, donc un nom d'époque, et qu'on a retrouvé. Alors, on voit ici donc les deux manuscrits. Donc, Marc de Faudis, c'est le nom du père de Ricarté de Faudis. Sur les manuscrits espagnols, vous voyez, de Faudis. Et donc là, on trouve un Jean, alors écrit à l'ancienne avec un H, de Faudis, qui est un, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ou pas, c'est trop flou. Qui est donc, alors ce Jean de Faudis, c'est intéressant parce qu'en fait, il était menuisier alors que Richard était charpentier. Et donc à Évreux, à l'époque, il y avait quelques milliers d'habitants. Le métier, c'était souvent une affaire de famille. Donc en fait, et on sait qu'il a travaillé en 1509, donc j'ai retrouvé son nom sur des documents d'époque à Évreux. Il est travaillé en 1509 sur la tour de l'horloge qu'on voit ici, et donc il était contemporain finalement de Richard de Faudis en fait. Donc c'est un présumé parent, évidemment on est sûr de rien, mais c'est un présumé parent, et ça vient appuyer donc l'hypothèse de ce nom de famille ici, de Faudis. Alors sur Évreux, on a plusieurs, dans les manuscrits espagnols, pareil, on a plusieurs variantes. La plus convaincante, c'est Hébras ici, puisqu'en fait, Évreux s'appelait Hébroas, et s'écrivait Hébroas à la fin du Moyen-Âge. Et donc, encore aujourd'hui, les habitants s'appellent Zébroïciens. Donc le rapprochement le plus convaincant, ça reste donc Hébras avec Évreux. Donc lui, il était charpentier sur le Santiago au départ, et puis le Santiago a fait naufrage, comme on l'a dit, donc il est passé sur la Victoria. Voilà, donc on sait pas. Alors pareil, on ne sait pas grand-chose sur eux au cours du voyage. On peut penser qu'il a agi à plusieurs occasions lors de ce tour du monde, puisqu'il y a eu certains événements du tour du monde où il y avait besoin d'un charpentier en fait
pour faire certaines choses. Et comme c'est le seul charpentier du bord, probablement que lui est intervenu. J'ai juste un exemple. Donc, au niveau du Cap de Bonne-Espérance, il y a le mât de misaine qui s'est brisé. Et donc là, il faut faire des planches pour réparer. Enfin, il faut un menuisier en fait, qui permette de faire des planches pour raccorder les deux morceaux de bois, en fait. Donc lui, voilà, il a fait le tour du monde. Et en fait, parmi les 2 Français qui ont fait le tour du monde, c'est le seul qui est rentré vivant, puisqu'il fait partie des prisonniers qu'on a déjà évoqués aux îles du Cap-Vert, et qui sont rentrés un peu plus tard au Portugal, donc emprisonnés à Lisbonne, puis finalement libérés. Et on a sa trace aussi en 1524, donc c'est le manuscrit qui est ici, à Elvas Badajoz, où en fait il a fallu qu'il témoigne sur l'emplacement des Moluques, ainsi que 15 autres de ses camarades. Voilà, pour définir quel était l'emplacement des Moluques, en fait les Portugais et les Espagnols ont fait témoigner un certain nombre de personnes pour décider de quel côté étaient les Moluques. Et d'ailleurs, ils n'ont pas eu de réponse définitive à ce moment-là. Donc en épilogue, quels sont les mérites finalement de nos Français qui sont partis avec Magellan, puisqu'en fait déjà ils ne savaient pas qu'ils partaient pour un tour du monde. Ils n'ont pas organisé l'expédition, hein, ils ont simplement embarqué sur des bateaux. Alors je pense qu'on peut... Voilà, et en fait ils sont très peu connus. Et quand on va sur un navigateur internet et sur un moteur de recherche, on va trouver par exemple premier Français autour du monde, la plupart du temps on tombe sur Bougainville. Pourquoi ? Parce que Bougainville, c'est un capitaine français, c'est la première expédition française organisée par la France officiellement qui a fait le tour du monde. Donc on va tomber sur lui. C'est 2 siècles et demi après Magellan quand même. Hein. Alors on sait qu'il y a d'autres Français qui ont fait le tour du monde auparavant. Alors les Malouins ont lancé des bateaux dès les années 1710 autour du monde. Bon, Pierre-Olivier Malherbe, qui est un Breton qui a fait le tour du monde plus ou moins par les terres, mais tout seul. Par contre, ce qu'on savait au moment du départ, c'est que les bateaux emmenaient pour 2 ans de vivres. Et ça, c'était totalement atypique. C'est-à-dire qu'en fait, les bateaux, à l'époque, il y avait déjà des bateaux donc, évidemment qui allaient au Nouveau Monde, qui allaient aux Antilles, qui allaient en Amérique centrale, mais ils n'embarquaient pas du tout pour 2 ans de vie. Il n'y avait pas besoin d'embarquer pour 2 ans de vivre pour partir là-bas. Et en fait, on embarquait pour 2 ans de vivre. Donc les marins qui ont embarqué quand même avec Magellan, il fallait quand même un certain courage pour embarquer sur un bateau où il y avait 2 ans de vivre, quoi, vous voyez. Donc on savait qu'il allait aller plus loin qu'aucun bateau espagnol ne l'avait fait jusque-là. Voilà, donc reconnaissons ces mérites donc, à nos 19 Français. Et voilà la dernière diapo, donc pour en savoir plus. Donc voilà Michel a déjà parlé de nos livres qui seront disponibles à la sortie, si vous souhaitez une dédicace, et également au stand Chandaigne sous le chapiteau. Stand 65. Voilà, donc il nous reste un peu de temps pour les questions-réponses. Monsieur. Merci et bravo pour vos présentations. Alors il y a un micro qui doit circuler en principe, on m'a dit. Ouais. Merci. Oui, merci. Donc merci et bravo pour vos présentations. Je voulais savoir, ces gens qui sont venus de Grèce, de France, savaient-ils que des bateaux allaient partir de... Je suppose qu'ils savaient qu'à Séville, il y avait des départs réguliers ou qu'est-ce qui fait qu'ils se sont trouvés à Séville ou à San Luca? Alors je pense... Enfin, peut-être qu'une partie d'entre eux, mais ça c'est des hypothèses, hein, voilà, mais peut-être qu'une partie d'entre eux, c'était connu que des bateaux espagnols partaient vers l'Amérique. Peut-être même qu'il y en a qui y étaient déjà allés, on ne sait pas. Hein, c'est-à-dire il y a peut-être des marins français qui étaient déjà installés là-bas depuis quelques années et qui étaient déjà allés au Nouveau Monde et qui étaient revenus, ça c'est possible. Après, individuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas savoir, quoi. Moi je pense que le plus probable, c'est qu'ils se sont embarqués comme ça un petit peu donc sur les bateaux qui faisaient du commerce roulier le long des côtes, et que de port en port, ils ont fini par arriver en Amérique. Après, il se peut que certains d'entre eux avaient un esprit d'aventure et savaient que c'était le port et la porte des Indes, hein, comme on disait, Séville, et qu'ils soient allés avec cette motivation-là, mais ça, on ne peut pas savoir. Bonjour, ici. J'avais une question par rapport au traité de Tordesillas. Vous avez dit que les Espagnols étaient un peu perdants parce que les Portugais, ils avaient pris l'Asie pour eux-mêmes. Est-ce que les Espagnols ont tenté de renégocier dans les années suivantes pour essayer de récupérer une partie de l'Asie ?
Non, non, pas du tout, parce que le traité de Tordesillas, en effet, au début, c'était une catastrophe pour l'Espagne. Tant qu'ils n'avaient pas conquis le Mexique et surtout découvert l'or du Pérou, les Portugais, eux, rapportaient les épices de toute l'Afrique, l'ivoire, et puis les épices des Indes, des porcelaines de Chine, le santal de Timor, la cannelle de Ceylan. Enfin, le Portugal avait gagné vraiment le jackpot. Et en effet, c'est pour ça que quand Magellan est allé voir le roi, futur roi Charles Quint, avec un projet qui pouvait rapporter beaucoup d'argent, c'est la possession des îles aux épices, les Espagnols ont dit oui tout de suite, parce que jusqu'en 1422, les découvertes de Colomb n'ont rapporté rien du tout aux Espagnols. Quelques ananas, pratiquement pas d'or. C'était donc c'est pour ça que le projet de Magellan, enfin, c'était un projet qui semblait un peu difficile, mais qui pouvait concrètement rapporter beaucoup à l'Espagne. Alors après 1522, 1532, surtout la conquête du Pérou, l'Espagne, ça c'est l'histoire connue, roulée sous les épices, plus la colonisation par les Espagnols des Antilles, et en plus de l'or, puis l'argent du Potosi. Donc là, les Espagnols ont été largement gagnants à long terme. Voilà. Mais en effet, le traité de Tordesillas, officiellement, il a tenu jusqu'en 1750, où il a été, disons, aboli, mais plus personne ne le respectait depuis que les Hollandais étaient parvenus en Inde en 1596. Et les Français au Canada avant. Alors, merci pour votre récit. Je voulais vous demander, parmi les nationalités, vous ne parlez pas d'Enrique de Malaca. Et est-ce que vous soutenez la thèse, qui était donc, je crois, un Indonésien, un Asiatique sur ce bateau, et le serviteur de Magellan, et dont on dit qu'il a trahi l'équipage à Cebu parce que lui parlait le malais. Oui, oui. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie? Et deuxièmement aussi, vous n'avez pas parlé, dans les gens qui ont fait le tour du monde, de Jeanne Barré, qui est la première femme qui a fait le tour du monde déguisée en homme pour accompagner un dessinateur de l'Académie des C'est au sciences. 19e siècle, je crois. Fin 18e. C'est avec Bougainville. C'est avec Bougainville, oui. Oui. Voilà. Tout à fait, c'est bien. Il faut. Honneur aux femmes, quand même. Honneur aux femmes, oui, surtout par. Voilà. Non. C'est vrai qu'en plus, l'expédition de Magellan, je suis désolé, mais il n'y avait que des hommes. Quoi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est Bruno. Hein. La prochaine fois, il faut que tu. Là, ça va pas du tout. Vous avez raison. Vous avez raison. Non, Henrique de Malacca. Quand Magellan s'est battu de 1507 à 1513 aux Indes, il a navigué, etc. Il a pris un esclave malais, né à Sumatra, Henrique. Et cet esclave l'a accompagné au Portugal et il l'a accompagné sur la flotte. Henrique, enfin celui qui était baptisé Henrique, était malais, et en effet, quand ils arrivent aux Philippines, Henrique va servir d'interprète. Non pas parce qu'il parle philippin, mais c'est parce que la langue, la lingua franca dans les ports philippins, c'est la langue parlée par les marins qui circulent dans cette zone, et ces marins qui circulent de la Chine aux Philippines jusqu'à Malacca, jusqu'en Inde, c'est les Malais. Donc il va pouvoir se faire comprendre en malais, en effet, mais il n'est pas philippin. Et en effet, il va s'arrêter à Cebu, où il va rester à Cebu, et après, après, il y a plusieurs théories. En effet, Pigafetta écrit que, après la mort de Magellan, Henrique était furieux du traitement de ses successeurs, qu'il avait été maltraité, et que c'est lui qui a soufflé à l'oreille du roi de Cebu de profiter des Européens, de s'emparer des navires, que c'est des gens qui allaient les conquérir, leur faire du mal. C'est ce qu'écrit Pigafetta. Mais Pigafetta, quelle source il avait? Est-ce que c'est ce qu'il a imaginé? Il y a d'autres textes de sources un peu plus tardives, je veux dire, que ce sont les marchands musulmans qui se trouvaient auprès du roi de Cebu, qui n'étaient pas musulmans, qui lui ont soufflé que les Européens chrétiens étaient des mauvaises gens qui colonisaient et massacraient partout où ils allaient, il fallait qu'ils s'en débarrassent. Il y a une autre thèse plus simple, c'est que le roi de Cebu, voyant les Européens en difficulté, et ces 3 navires remplis quand même de produits, de canons, a pensé tout simplement s'en emparer. Donc,
La trahison de Henrique, c'est en effet ce que dit Pigafetta, mais comme on l'a vu, toujours, parfois, ce que dit Pigafetta est aussi une théorie, parfois, ce n'est pas tout à fait exact. Sur Henrique, il y a une autre idée qui circule, qui a été d'ailleurs émise le premier par Stefan Zweig, c'est que comme il est arrivé aux Philippines et qu'il est arrêté à Cebu, qu'il n'était pas loin, à 3500 km quand même de sa pays natal, il est probable que s'il a survécu, il se soit rembarqué sur un bateau malais pour rejoindre Sumatra, sa terre natale. C'est une hypothèse, on ne le sait pas. Mais il y a une certaine probabilité pour qu'Henrique ait fait ce trajet, s'il a survécu à Cebu, pourquoi pas. Mais c'est une théorie, et dans ce cas-là, il serait le premier homme à avoir fait le tour du monde. En effet, c'est une théorie qu'a repris beaucoup d'autres, Romain Bertrand aussi, il tient beaucoup à ce que, en effet, qu'on accorde plus d'importance dans la primauté du tour du monde à Henrique le Malais. Et en effet, quand vous allez à Sumatra ou à Singapour, eh bien, il y a des salles dans les musées de marine consacrées à Magellan, mais la statue qui est au milieu, c'est une statue imaginaire de Henrique. C'est le héros là-bas, c'est Henrique, c'est pas du tout Magellan. Et donc, en effet, Henrique, en Asie, c'est la grande figure du voyage de Magellan. Et en Espagne, c'est Elcano. Voilà. Et au Portugal, c'est Magellan. Monsieur, là-bas, oui. Oui, c'était juste pour préciser qu'à cette époque-là, ils n'avaient aucun véritable moyen de mesurer la longitude. Oui, oui. Donc, ils y allaient pratiquement... D'où la difficulté de situer l'emplacement de l'antiméridien. Donc on a vu le méridien de Tordesillas qui passe sur le Brésil, et de l'antiméridien qui passait du côté des Moluques. Et pourquoi donc l'Espagne et le Portugal se chamaillaient, voire se battaient pour récupérer ces îles, quoi, en fait. Alors c'est une question très complexe. Magellan connaissait bien, a priori, la dimension du Pacifique. Mais pour mesurer les longitudes avec exactitude, non. D'ailleurs, on a retrouvé au XIXe siècle le journal d'Albo, un des pilotes, et on voit que les longitudes étaient assez approximatives, à 10 degrés près, mais que toutes les longitudes d'Albo dans la zone asiatique étaient situées du côté espagnol, ce qui ouvre beaucoup de perspectives à l'interprétation de la mort de Magellan, de l'explication de ce qu'il a fait après, mais là c'est une conférence entière, voilà. Ou le livre à lire, voilà. Ça c'est encore mieux. Une petite... Ah, pardon. Oui, voilà. Juste une petite question pratique. La première carte que vous nous avez présentée, est-ce que c'est la carte qui se trouve à Turin, le planisphère de Turin? Non. Le planisphère de Turin est postérieur au voyage, 1523. Et là, en effet, sur le planisphère de Turin, il y a le passage qui a été indiqué, si je me souviens bien. Non, c'est 1519, c'est une carte qui se trouve à la BNF. C'est un facsimilé d'une carte qui date de 1800, un facsimilé de 1840 et quelques, et d'une carte originale qui se trouvait, je crois, à la bibliothèque de Munich et qui a disparu sous les bombes pendant la guerre. Donc cette carte est extrêmement précieuse parce que ce facsimilé, que la BNF ne montrait pas beaucoup parce que c'était une facsimilé, mais depuis 20 ans, ils ont vu que c'était une carte qui était fondamentale pour comprendre le voyage de Magellan. En plus, c'est la première carte mondiale qui montre l'Asie dans ses véritables proportions et qui dégage l'espace du Pacifique. Et de plus, c'est une carte qui correspond point par point aux mémoires géographiques que Magellan a laissées avant de partir, sur les distances entre le Rio de la Plata et les Moluques. Donc c'est vraiment une carte préparatoire au voyage de Magellan. C'est une carte absolument fondamentale dans l'histoire de la cartographie, et elle est antérieure au voyage. Et on voit, avant le voyage, les Portugais, parce que c'est des cartographes portugais qui sont venus de Lisbonne d'affaires, avaient une image du monde extraordinairement exacte. Il y avait juste beaucoup de blanc à remplir. Et c'est le sujet de ma conférence de demain à 17h15. C'est faire les transitions, Michel. Merci. Bruno va aller vite signer à la sortie. Ouais, on pourra répondre encore à quelques questions, peut-être. Il y a quelques questions. Et monsieur voulait... Oui, on parlait du Tordesillas tout à l'heure.
J'aurais une autre question à ce sujet-là. Dans un de vos précédents ouvrages, vous mentionnez la demande du décalage du méridien qui avait été faite par les Portugais, je crois, qui était en relation potentiellement avec la découverte du Brésil, mais qui n'avait pas été faite à ce moment-là. Et du coup qui n'était pas vraiment explicable. Et je me demandais si on avait des nouveaux éléments pour expliquer cette demande aujourd'hui, puisque dans les différentes sources que j'ai consultées, il n'y avait pas vraiment de motivation à l'époque. On n'a pas de nouveaux éléments. Ok, merci. Mais il y a une motivation assez simple. Alors en effet, est-ce que les Portugais avaient la préconnaissance du Brésil, puisque le décalage du méridien va leur donner le Brésil? C'est possible, on n'a pas la preuve. Mais surtout, les Portugais pouvaient naviguer beaucoup plus à l'aise dans l'Atlantique. Ils avaient besoin de faire une grande boucle dans l'Atlantique. Ils voulaient avoir les mains libres dans l'Atlantique. Donc décaler le méridien vers l'ouest ne leur posait pas de problème. C'est une explication très simple. Et depuis 50 ans, il n'y a aucun document qui ont donné un élément supplémentaire d'explication au ce décalage du méridien. Merci. Merci à vous.